Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Il a couvert les États-Unis pour TF1, LCI ou I24 News. Il a produit des documentaires sur la fracture américaine. Il a interviewé des présidents, traversé les élections, documenté la colère et la beauté du monde. Mais derrière le journaliste, il y a un homme, David Benaïm. David Benaïm est un homme qui a perdu sa mère très jeune, un homme qui a aimé un autre homme, le danseur Danny Tidwell, mort tragiquement. Un homme qui, après avoir traversé le deuil, a fait le choix de la vie et devenir père par PMA. David est un homme sensible, engagé, habité et profondément marqué par les femmes. Sa mère disparue, ses mentors, ses sœurs de cœur. Et dans cet épisode de Destin de femme, c'est sa voix que l'on va écouter. Mais à travers sa voix à lui, ce sont aussi les voix qu'il porte. Bonjour David Benaïm. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Merci Destin de femme. Moi, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous pour ce moment ensemble. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on commence par ton enfance. Où es-tu né et dans quel environnement familial tu as grandi? Je suis né à Nice, je suis un vrai Niçois, j'adore cette région. Je pense que c'est l'un des endroits au monde où je souhaite pour tout le monde d'aller grandir là-bas. C'est absolument incroyable. On a la mer, mais on a la montagne, on a le ski à 1h30. D'ailleurs, c'est ma petite Madeleine de Proust d'aller à Oron. La neige, le ski, ça me rappelle l'enfance. Dans une famille très aimante, je suis le deuxième d'une fratrie de 3, avec des bosseurs, des grands bosseurs. C'est des gens qui ont créé une entreprise façonnable, qui était un très gros succès, un succès régional, national et international. Et c'était assez étonnant pour une petite famille juive ashkénazo-séfarade, le premier mariage mixte de la Côte d'Azur. Donc, une enfance heureuse. Une enfance très heureuse. Qui était ta mère? Myriam Rose, c'est son deuxième prénom. C'était une femme lumineuse. Tout le monde dit que je lui ressemble énormément parce que même si elle était ashkénaze, donc le côté un peu plus censé être réservé, c'était la plus grande communicante. C'était un lien au sein de la communauté, toutes les communautés. Une femme qui adorait l'éducation, la transmission, et c'était une designer, c'était une bosseuse. C'était pas une femme au foyer, c'était quelqu'un qui. Elle travaillait avec ton père? Elle travaillait avec mon père. Elle designait pour le sportswear de la marque, et donc je les voyais peu. Et elle a décidé, quand j'avais 8-10 ans, qu'il fallait qu'on se retrouve tous les vendredis soirs, quoi qu'il arrive, qu'il soit à Hong Kong, à New York, pour le travail ou ailleurs, qu'il fallait qu'on se retrouve, quoi qu'il arrive, le vendredi soir. Et elle a fait un retour comme ça incroyable de volonté que la famille soit ensemble. Pour ne pas casser ce lien. Ou pour ne pas casser, ou peut-être pour le créer. C'était pas dans l'état d'esprit de la famille à l'époque, c'était pas dans l'état d'esprit de la société non plus à l'époque. Donc là, on part des années, milieu des années 80. Et elle a voulu absolument créer cette obligation, entre guillemets, qui est devenue un vrai bonheur. Oui. Alors, le drame, elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé, David? J'avais 18 ans. Elle a fait une embolie pulmonaire à suite d'une opération absolument pas nécessaire de chirurgie esthétique. Elle se trouvait qu'il fallait qu'elle perde du poids, et alors pas du tout. Et il y a eu un problème avec l'anesthésie. Et donc, après que l'opération se soit apparemment bien déroulée, au moment où elle s'est assise, elle est partie. C'était un choc pour toi? C'était un choc pour tous, ça a été un choc pour moi, évidemment. Mais moi, j'étais celui qui a toujours voulu communiquer très rapidement. Alors, évidemment, le choc, le deuil, la tristesse. J'avais 18 ans, la perte de sa maman, c'est terrible. Surtout que c'était vraiment, on était, comme on dit, gens qui rient, gens qui pleurent. On se disputait, on s'adorait tout le temps, quoi. Surtout à cet âge-là. Elle avait 42 ans, et c'était un choc vraiment pour toute la communauté. Toutes les communautés. Il y avait plus de 1000 personnes à ses funérailles. On en a parlé dans Nice ce matin. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'important. Tu te rappelles aujourd'hui de sa voix, de son visage? Oui, d'abord parce que j'étais celui qui les a fixés sur des. J'avais toujours ma caméra à l'époque, moi. Donc je faisais toutes les manifestations. Quand ils étaient en permanence en train de faire du théâtre, de chanter, de jouer, de s'amuser. Elle, c'était la grande communicante. Oui. Elle souriait tout le temps. Oui, tu tiens ça d'elle. Ça, c'est sûr. Je tiens ça d'elle. Et surtout, j'ai toujours voulu, après sa mort, continuer de parler d'elle, sortir les photos, sortir les vidéos. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc ça paraissait un peu bizarre. Personne ne partageait ces moments-là pour tout le monde. Moi, je voulais absolument les partager à une table du vendredi soir, justement, où tout le monde faisait la gueule. C'était souvent le festival des têtes penchées. Oui. J'ai vécu pas mal de deuil dans ma vie, j'ai beaucoup vu ça, et j'ai absolument voulu y échapper. Oui. Alors, mourir d'une opération de chirurgie esthétique, ça met quand même beaucoup de pression sur les femmes, ça. Ah oui, c'est vrai que je l'ai jamais vu sous cet angle-là. Et à la fois, je vois tellement de gens autour de moi, hommes comme femmes, qui aujourd'hui essayent de passer par ce système-là. Moi, j'essaie de leur dire, c'est un truc que je ferai jamais. Moi,
vraiment des problèmes de surpoids en permanence toute ma vie. J'ai fait le yo-yo, comme on dit. Et c'est quelque chose auquel j'ai pensé à un moment donné, que je m'interdis forcément complètement. Mais effectivement, il y a une énorme pression sur les femmes. Et tu as essayé, tu as recherché finalement de la remplacer, ta mère, avec ton univers affectif, ou bien tu es resté comme ça avec cette image? Non, d'abord, mon père a été incroyable de présence, pas avec la même manière de communiquer. Il y avait, au tout début, deux grands-mères qui étaient encore là. Sa maman, qui était un peu plus dure, un côté, en apparence, un peu Alicia Pritch ou Vipère au point d'Hervé Bazin, qui fait un peu méchant, mais Folcoche. ouais, sauf qu'elle avait une tendresse et un humour incroyable. Elle regardait les séries sur TF1, Les Feux de l'amour, et elle s'en foutait de l'histoire. Ce qui l'intéressait, elle avait un accent yiddish très prononcé. Elle disait qu'est-ce qu'il a un beau qui celui-là. Donc c'était très très mignon. Et puis mon autre grand-mère du côté paternel, Mémé mon cœur qu'on appelait, qui a été qui a complètement remplacé ma mère du point de vue affectif, qui est pas resté longtemps malheureusement après. Et puis moi je suis entouré de femmes tout le temps, tout Ouais. le temps, tout le temps. Est-ce que sa mort, ça t'a construit finalement, malgré toi? Complètement, complètement. C'est oui de volonté de traverser les moments terribles par la lumière. Ça a toujours été mon mojo et ça date de cette époque-là. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'elle serait fière de l'homme que tu es devenu? J'en suis sûr, j'espère. Évidemment que j'espère. C'est un regret, c'est le plus grand regret. C'est pas, je sais qu'on aurait partagé, qu'on aurait échangé, qu'on aurait rigolé, mais tous les moments de ma vie, pas seulement ma réussite professionnelle, mais mes couples. Moi, j'ai vécu le deuil après, on va en parler apparemment. Ouais. Et donc, c'est. Bah oui, on se connaît bien, Oui, David. ça, Je connais un peu ta y a vie pas de quand souci. même. Donc oui, il y a des moments de ma vie que j'ai traversés où j'aurais adoré avoir ma mère. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Je vois mes amis qui ont ça et une vraie proximité avec leur maman. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a eu des femmes ensuite qui sont soutenues finalement dans ta vie? Oui, j'ai des vrais amis très très fortes. J'ai ma sœur Yael, c'est pas ma sœur, mais c'est comme ma sœur, qui est là au quotidien en permanence pour moi, qui est la première à qui j'ai fait mon coming out, qui est une femme force incroyable, qui était une avocate, qui est devenue scénariste. C'est ouais, il y a des modèles de femmes très fortes autour de moi, très intelligentes et des bosseuses, Ouais. beaucoup de bosseuses. Tu as des modèles de femmes puissantes? Bosseuse, puissante, absolument. Oui. Oui, oui, bien sûr. Après, du point de vue des femmes connues ou ce genre de choses-là, Par exemple, dans ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont vraiment aidé? pas en mode direct, c'est-à-dire Ouais. j'ai pas été accompagné par des femmes qui ont du point de vue travail. D'abord parce que j'ai un vrai parcours professionnel très solitaire parce que correspondant à l'étranger, un peu homme à tout faire avec un homme orchestre. Donc j'ai pas eu cet accompagnement, mais il y a des femmes qui m'ont marqué. Hélène Thomas, très grande journaliste américaine que j'ai rencontrée en école de journalisme à Washington, qui était pendant des années au premier rang dans la salle de presse à Washington, à la Maison Blanche, et qui nous avait fait une conférence et c'était lié d'amitié ce jour-là. Elle était déjà très âgée, elle avait 75 ans, mais c'était absolument incroyable d'avoir cette femme qui avait aussi un accent fort. Elle venait d'Iran, je crois, et qui pouvait montrer l'exemple qu'on pouvait réussir à l'étranger avec un accent. Et, ouais, Un beau message d'intégration surtout. Absolument. Tu es féministe, toi? Je pense que à partir du moment où j'ai dû me battre moi aussi pour le droit à l'égalité totale de par mon homosexualité, je suis complètement féministe. J'étais le premier à faire sortir l'affaire MeToo en France, l'affaire Weinstein, et à parler de la version française Balance ton porc, Oui. avec Sandra Muller, avec qui j'avais bossé à l'époque. Parce que j'avais vu ce premier hashtag et suivi son parcours, et donc ça avait explosé et j'avais énormément suivi. Et après, il y a des modèles aux États-Unis de femmes qui m'ont raconté à cette époque-là. Moi, je me suis vraiment posé la question, mais peut-être que moi aussi j'ai une attitude un peu trop proche, tactile. On se rendait pas compte, Oui. alors qu'il y avait aucune volonté de Arrière-pensée en tout cas. aucune. Mais c'est vrai qu'on avait un côté un peu tactile, un peu taquin, un peu compliqué. Et là-dessus, oui, je suis complètement féministe. Allez, on parle de ta carrière. Ouais. Comment t'es devenue journaliste? Je suis devenu journaliste à 9 ans. Je savais déjà que je voulais être journaliste. J'avais une vieille passion en fait. Ah, mais c'était vraiment une passion, une vocation. J'avais une émission de radio à 9 ans, tous les mercredis. Ça s'appelait Loisirs Junior. Donc j'ai fait mes armes comme ça. Où alors, beaucoup c'était
relecture du journal de Mickey quelque part, Ouais, mais c'était ouais. quand même, j'adorais ça. Après, j'étais abonné à Libé, j'ai couvert l'élection présidentielle de 88 de François Mitterrand. J'avais fait des petites marionnettes qui se parlaient à l'image des guignols de l'info pour essayer de transmettre l'actualité de manière Plus didactique. simple, oui. J'ai adoré Bonaldi à l'époque parce que Bonaldi, il avait cet art de transmettre une information aussi bien pour un jeune qui connaît pas grand-chose que pour sa grand-mère qui pensait tout savoir. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours gardé et que, quelle que soit l'actualité que je couvre, j'essaye en permanence de communiquer avec les bons mots, mais avec de la précision pour apporter une information, mais pour pas perdre tous les téléspectateurs. Alors, tu as travaillé aux États-Unis, en Israël, en France, hein, on l'a dit. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'Amérique de Trump? D'abord, l'incompréhension des électeurs de Trump. Penser que c'est un troupeau de personnes qui est très énervé, qui est non, c'est des gens qui sont très conservateurs, qui sont avec qui on peut dîner, avec qui on peut manger, qui sont dans toutes les familles américaines. C'est comme ça qu'en 2016, quand j'ai couvert sa première élection, j'ai compris qu'il allait l'emporter parce qu'il avait un message humain auprès d'eux, très simpliste, très simplifié, très compliqué. Donald Trump lui-même, c'est quelqu'un de très compliqué dans sa simplicité, qui a une volonté de tout bousculer et qui, de ce point de vue-là, est très dangereux et surtout extrêmement impulsif. Et de cette impulsivité peut débouler n'importe quoi. Oui. Et à la fois, je pense qu'il y a aussi des affaires du monde qui ont besoin d'être chamboulées et de par sa folie, il est capable de le faire. Quel souvenir tu gardes de ce documentaire Les États des Unis? D'abord, c'était réparateur parce que ça venait. On était donc en 2021, au moment de l'élection 2020, au moment de l'élection en sortie du Covid, au moment de l'élection de Joe Biden, et je venais de perdre mon mari. Et donc j'avais décidé de partir avec mon 4x4 sur les routes américaines de ces États pivots avec mon chien Gaston. C'est bien, on peut lui rendre hommage. Et là, j'ai traversé l'Amérique tout seul. Le monde était à l'arrêt total. J'avais mon masque et je suis allé sur la route à la fois de cette Amérique que je connais et à la fois de ce que j'avais vécu avec Dany, Oui. qui venait de partir 3 mois, 4 mois plus tôt. T'as eu peur de temps en temps sur le terrain? Ouais, un petit peu peur parce que on se mêlait, on était encore dans l'inconnu par rapport au Covid. Peur en général. Non, j'ai eu des moments de choc. Les attentats que j'ai pu couvrir à Orlando, l'attentat du club gay d'Orlando qui a fait 49 morts, où là on voit des corps déchiquetés, on voit des horreurs. Et puis pareil sur le bord du Hudson quand il y a eu une attaque à la voiture bélier par un islamiste. Oui, il y a des moments où on risque pas pour sa vie, mais on est marqué à vie. Comment on garde de l'empathie dans un monde finalement de fake news et qui va à toute vitesse? Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué énormément, notamment post-7 octobre. J'ai vu beaucoup d'équipes de télévision débarquer en Israël. Moi, j'ai couvert pour LCI et TF1 avec toute l'empathie qu'on peut imaginer parce que c'est aussi le pays où je vis, parce que je suis franco-israélien. Mais j'ai vu beaucoup d'équipes de télévision qui couvraient ça comme si c'était le Kosovo ou Ukraine-Russie, et donc il y avait absolument aucune empathie par rapport à ce qui se passait. Et moi, alors que moi, j'ai toujours voulu garder à la fois du recul et de la distance, mais obligatoirement transmettre. J'ai un exemple journalistique, c'est Anderson Cooper qui est sur CNN. Au moment de différents attentats terroristes ou de morts d'Américains en général, il avait la volonté de toujours donner leur nom et raconter un peu leur histoire. C'est ce que j'essaie de faire par rapport aux otages, c'est ce que j'essaie de faire après le nom des victimes qui étaient sortis du 7 octobre. Sur LCI, j'ai raconté les histoires. C'était pas juste 3 ou 5 otages qui étaient libérés, mais j'essaie de raconter au-delà du jour où ils ont été kidnappés, qui ils étaient. En tant qu'homosexuel, tu as ressenti une différence de traitement dans les rédactions, toi? Non. Dans les rédactions, absolument aucune. D'abord parce que c'est pas ce qui était. Je pense que il y a une grosse surprise la plupart du temps quand les gens apprennent que je suis gay. Non, aucune différence. Alors justement, on va en parler de ton homosexualité. Quand tu as su finalement que tu étais homo? Depuis que je suis tout petit, j'étais amoureux de Patrick Debec quand j'avais 5 ans à la primaire. Donc il le sait pas, hein, je sais même pas où il est, mais j'ai toujours su et c'était. On part d'une époque début des années 80, 81, 82. Il y avait rien sur être gay. Il y avait pas de personne parlait de la Gay Pride à Nice. Justement, tu l'as dit à qui en premier? Moi, j'ai attendu 24 ans pour le dire à mon meilleur ami Lionel Abo, et puis après à Yael. Et j'étais amoureux. Et c'était pour moi inconcevable d'être amoureux et de pas le partager avec les gens que Ouais. j'aime. Ta famille, elle a réagi comment justement?
a toujours une peur parce qu'on ne sait pas. Ils ont réagi extrêmement bien, Ouais. mais on ne sait pas. Toujours, par exemple, quand je l'ai dit à mon père, je l'ai dit en public dans un café. Je ne savais pas comment il allait réagir, et puis il a très très bien réagi parce Ouais. qu'il Tu m'aime. penses qu'ils s'en doutaient quand même? Non, il Pas n'avait du tout? aucune idée. Ma mère savait. Elle avait dû découvrir un ou deux magazines, mais elle n'avait rien dit. T'as souffert du rejet de certaines personnes, du jugement? Oui, en fait, du manque d'empathie à la mort de Dany, c'est vraiment le moment où je sais que si j'avais été marié et que j'avais perdu ma femme à ce moment-là, j'aurais été beaucoup plus entouré avec beaucoup plus de gens qui auraient voulu me parler et qui auraient voulu partager ma tristesse. Là, il y avait il y avait un mur total. Les gens ont été absents. Mon Dany, on en parle, ton Ouais. grand amour, tu l'as rencontré comment? Sorti d'une boîte de nuit dans les escaliers à New York, on fumait une cigarette. J'ai arrêté depuis. Et on n'a pas arrêté de parler. C'est quoi qui vous C'était alliait tout de suite? d'abord le langage qu'on n'avait pas en commun. Lui, c'était un danseur étoile à American Ballet Theatre, et j'ai découvert un langage, son langage. Lui, il a découvert ma vie de franco juif. C'était un monde nouveau. C'est nos deux mondes nouveaux qui se sont Qui se sont percutés, retrouvés finalement? ouais, retrouvés, percutés, et ça a explosé. C'était exceptionnel. C'était Ouais. fou. Et bon, alors on l'a dit, hein, il est décédé. Comment tu as réagi à sa mort? Comment on réagit quand l'homme qu'on aime à ce point, tu étais profondément amoureux, meurt de manière si tragique? Accident de voiture, il était passager, il n'a pas choisi quoi que ce soit, il a été pris comme ça, des cris, des larmes, de la douleur énorme, et en plus on est en plein Covid, et je me retrouve complètement isolé. Je pars de New York à ce moment-là exprès, parce que je me dis que je peux pas rester dans cet appartement, et je vais me retrouver à Tel Aviv, et seul, très isolé, avec Gaston, qui a été mon chien, qui a été une éponge affective à ce moment-là. Ouais. C'est très dur. C'est On très peut dur. aimer encore quand on aime Je à sais ce pas. point? Je ne sais pas. Tu C'est compliqué. t'interroges? La porte est ouverte, mais je ne sais pas. La porte est ouverte. Alors on va parler de ta paternité, de la PMA. La GPA, gestation pour autrui. C'est pas pareil? C'est pas pareil du tout. Une GPA, c'est donc c'est une mère porteuse qui porte un embryon qui a été conçu avec mon sperme et les ovocytes d'une autre femme. Donc elle porte cet enfant avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, mais c'est pas le sien. D'accord. Et ça, c'était important pour moi aussi, que je puisse pas prendre l'enfant D'une femme. d'une femme. T'avais depuis longtemps ce désir d'enfant? Oui, on avait beaucoup parlé avec Dany, on n'a pas pu le faire ensemble. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvé en prison au Nigeria pour un documentaire que On j'ai s'en fait. rappelle. On s'en rappelle. Et pendant ces 3 semaines de prison au Nigeria, à un moment donné, le 17 juillet, la Knesset vote, l'Assemblée, le Parlement israélien vote la GPA pour les hommes et pour les couples gays. Et ça a été vraiment une révolution pour moi. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je suis dans un moment au fond du trou, littéralement. Et je dois absolument devenir papa. J'ai toujours voulu être papa. Ouais. Alors tu nous racontes un petit peu ce parcours. C'était difficile? Non, parce que j'en avais vraiment envie. Et la seule chose qui était difficile, c'était le labyrinthe pour aller à droite à gauche, trouver telle agence pour trouver les ovocytes, le bon match avec la personne qui allait porter, cette mère porteuse qui allait donner vie à mon fils, Idan Shalom. Et non, au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. C'était beaucoup de joie. C'était que de la joie. Comme la paternité, c'est que de l'amour et que de la joie. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'un enfant a besoin d'une mère? Qu'il y a beaucoup de parents séparés qui font vivre le martyr à leurs gosses, et que moi, je sais qu'il est tellement entouré de. J'ai toujours voulu qu'il y ait des exemples femmes autour de moi, énormément. Il y en a énormément. Donc il y a des figures féminines. Il y a que ça. Ouais. Il y a que ça. Tu crois en Dieu? Je sais que je crois qu'on n'est pas nous-mêmes des dieux, et que donc on doit se mettre une loi au-dessus de nous. Je crois davantage depuis cette sortie de prison. Mais j'ai jamais été prier un Dieu qui ouvre la mer en deux. Toi, ta famille, tu as des religieux aussi dans ta famille. Oui, mon petit frère, il est très pratiquant, et j'adore pratiquer. Donc on voit l'ouverture d'esprit, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, hein, complètement. chez vous, chez les Benaïm. Et le monde religieux à Tel Aviv, la synagogue où je vais a été extrêmement accueillante à mon égard et à l'égard de mon fils. Et ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Oui, je crois en un Dieu, en une loi et en quelque chose au-dessus de nous. Je crois pas que c'est le genre de choses qui ouvre la mer en deux et qui viennent faire des miracles pour nous comme ça. Dernière question. S'il y a une chose que tu aimerais changer dans le monde, ce serait quoi? C'est dur ça comme question, parce que je suis pas Miss France, donc je vais pas dire la paix dans le monde. Non. Tu y crois quand même?
je crois qu'on en a la capacité et qu'on puisse s'écouter et s'entendre davantage, prendre le temps, un minimum, de voir la personne qu'on a en face et qu'on n'est pas si différent. Oui. Merci beaucoup, David, pour cet entretien. Merci. Pas conventionnel du tout. David est un homme rare, vous avez pu le constater. Il ose tout dire, il ose parler d'amour, de douleur, de l'enfance qu'il a eue sans sa mère, de son deuil sans repos, et puis de sa paternité sans manuel. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans Destin de femmes. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.